Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Quitter la ville, mieux vivre à la campagne. Aujourd'hui, je vais parler de la voiture à la campagne parce que très souvent, nous pensons que quand on vit à la campagne, nous avons une empreinte écologique et précisément une empreinte carbone plus élevée parce que nous conduisons plus la voiture étant dépendants dans un territoire avec moins de possibilités de transport en commun, des distances plus longues pour les trajets et puis cette on va dire, absence de proximité de certains services, certaines activités, et donc une dépendance sur la voiture. Alors, est-ce que c'est vrai que, par exemple, nous devons prendre la voiture plus pour les courses, plus pour emmener les enfants à l'école, plus pour des activités culturelles? Mon expérience, c'est oui. Je suis beaucoup plus dans la voiture pour des activités nécessitant un déplacement que lorsque je vivais dans le centre-ville ou dans la petite couronne de Paris. C'est une évidence, je conduis beaucoup plus. Est-ce que cela veut dire que mon empreinte carbone et plus largement mon empreinte écologique est plus élevée? Non. Et je vais parler de ça dans ce podcast. D'abord, je veux revenir sur pourquoi est-ce que nous conduisons plus et pourquoi est-ce que j'ai un discours très mitigé, très nuancé sur la politique carbone liée au transport quand il s'agit des territoires en France et dans d'ailleurs tous les territoires de pays qui ont été, on va dire, occidentalisés ou qui sont de l'Occident ou qui sont industrialisés. Mon discours il est nuancé parce que je considère que nous ne regardons pas l'ensemble des critères qui déterminent une empreinte écologique, d'une part, des modes de vie éco-responsables, d'autre part, quand nous parlons de l'usage de la voiture. Autrement dit, très souvent, prend le dessus dans un débat et dans une conversation sur les modes de vie éco-responsables et une sorte de comparaison de l'empreinte carbone entre ceux qui vivent en ville et ceux qui vivent dans la campagne, prend le dessus la voiture. Et c'est un point d'entrée. Et ça devrait être pas du tout le cas. C'est vraiment un peu simpliste de juste dire on doit prendre la voiture tout le temps et donc notre empreinte carbone est beaucoup plus élevée à la campagne qu'en ville. Alors, certes, il y a un pourcentage considérable des émissions de gaz à effet de serre, si on les rapporte aux habitants en France, qui sont liées au transport. C'est beaucoup moins que dans d'autres pays. Clairement, si on compare avec les États-Unis, la France, justement, grâce à son système ferroviaire et ses transports en commun beaucoup plus développés, autant à travers le pays et dans les centres-villes et dans les villes, est beaucoup plus en dessous en termes d'empreinte carbone que les Américains, qui ont développé leur société vraiment autour de la voiture pour plein de raisons différentes. Et je ne ferai pas un cours historique aujourd'hui, un cours d'histoire sur comment les États-Unis se sont développés, comment la France s'est développée, d'un point de vue aménagement du territoire, déplacement, le rapport au déplacement d'ailleurs, qui est très différent entre les deux cultures. C'est très intéressant de le faire, mais là, ce que je vais faire, c'est essayer de déconstruire l'idée que la voiture est le prisme par lequel il faut comparer les modes de vie et leur éco-responsabilité entre la ville et la campagne. Parce que, premièrement, nous ne valorisons pas les modes de vie éco-responsables très très bien quand il s'agit de faire autre que mesurer le carbone. Je m'explique. Si on est agriculteur, on ne valorise pas d'un point de vue carbone, ça commence, c'est de plus en plus, mais c'est pas encore valorisé suffisamment, le stockage de carbone dans les sols. Le stockage de carbone dans des forêts si on est propriétaire ou si on entretient de la forêt. Et on n'a pas besoin d'être agriculteur pour que ce constat soit aussi fait, c'est-à-dire si on est un habitant de la campagne et on prend soin de la biodiversité, si on a de l'espace qui entretient de la biodiversité, eh bien on pourrait rajouter cela dans le calcul. Alors est-ce que moi, depuis que j'ai 3 hectares de terrain et que je vis sur une petite ferme, je suis extrêmement noble dans le fait de stocker du carbone sur notre terrain? Je ne fais pas grand-chose en fait. C'est vrai que je ne vais pas me donner du mérite. C'est juste que si nous commençons à avoir une approche plus transversale et globale sur juste l'aspect carbone, nous allons réaliser qu'il y a beaucoup de limites dans comment nous évaluons l'empreinte des personnes. Des personnes en fonction de leur rapport à l'espace et quel espace ils ont.
Et ça, c'est sans évidemment rentrer dans des débats sur est-ce que la propriété est privée, est-ce que les terres appartiennent à des gens ou est-ce qu'elles appartiennent à la planète. Enfin, il y a beaucoup de jolis débats qui doivent avoir lieu là-dessus. En plus, il faudra ensuite discuter de quel nombre de personnes pouvons-nous avoir à la campagne qui ont un peu de terrain pour que nous estimons que on n'est pas en train de mettre une pression sur les ressources naturelles par ailleurs. Mais ça, c'est pas la question. Là, je suis en train de dire que de juste dire on est beaucoup plus vertueux en ville parce que nous prenons les transports en commun et en utilisant moins la voiture. Sur le plan du carbone, c'est très limité parce qu'on n'est pas en train de prendre en compte comment, dans les campagnes, des personnes, soit par leur métier, soit juste par leur mode de vie, contribuent à stocker le carbone dans les sols ou dans les forêts, c'est-à-dire dans les arbres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que, en ce qui concerne l'empreinte écologique globale, c'est-à-dire au-delà du carbone, eh bien, on n'est pas encore très très bon sur mettre des chiffres. Aujourd'hui, on utilise surtout des calculateurs carbone qui sont très sophistiqués et je les félicite. Par exemple, l'ADEME, Carbone 4, plusieurs structures qui font à la fois des calculateurs carbone. Good Planet d'ailleurs que j'ai dirigé, la fondation Good Planet que j'ai dirigée avait un super calculateur carbone qui est destiné aux particuliers, aux individus notamment. Mais si on regarde ces calculateurs, on mesure le carbone. Est-ce qu'on arrive à dire aujourd'hui, j'ai une note de 8 sur 10 en matière de biodiversité, ou j'ai une note de 7 sur 10 en matière de zéro déchet, dans une démarche zéro déchet. J'ai une note de 8 sur 10 en ce qui concerne promouvoir un écosystème global vertueux parce que j'ai des animaux, parce que j'ai un potager ou un verger, et donc j'ai aussi engagé une démarche sur le long terme qui va porter ses fruits et même créer des effets rétroactifs positifs dans les 10-20 années qui viennent, parce qu'on a planté des arbres et on a entretenu la biodiversité de cette manière-là. Ça, c'est une approche assez holistique, mais aussi beaucoup plus pluridisciplinaire d'un point de vue science écologique, qui devrait être pris en compte quand on regarde comment est-ce qu'un être humain sur cette planète s'insère dans l'écosystème, dans le système climat, dans le système biodiversité, dans le système du cycle de l'eau, dans le système de la régénération ou pas des sols, etc. Et quand je compare pas juste mon empreinte écologique, mais mon rapport à l'écologie, aux sciences scientifiques et à la planète d'aujourd'hui à quand j'étais un citadin, je suis pas très différent sur le carbone. Je le dis parce qu'il y a une grosse compensation en ce qui concerne d'autres aspects de mes modes de vie, notamment l'alimentation. Mais je suis beaucoup plus vertueux sur le plan environnemental global. Et ça, c'est parce que je fais une matrice qui inclut beaucoup plus de critères et beaucoup plus de dimensions dans mon action quotidienne. Et ça, je pense que ça fait partie de notre meilleur regard sur comment l'être humain habite un espace. Ce qui d'ailleurs renvoie à plusieurs principes et plusieurs paradigmes d'analyse, dont la permaculture, qui n'est pas juste un regard sur l'agriculture. La permaculture, c'est un regard sur comment est-ce que l'être humain habite, aménage, vit, se déplace, se nourrit, se chauffe dans un espace. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus sophistiqué, si j'ose dire, que juste regarder l'empreinte carbone. Ce n'est pas du tout pour dire que ce n'est pas un immense travail scientifique et technique de mesurer le carbone. Ce que je veux dire, c'est qu'on a réussi une performance d'analyse, de valorisation mathématique et même financière du sujet carbone et de tout ce qu'il y a de physique autour du carbone, contrairement à ce que nous n'arrivons pas encore à faire d'un point de vue biodiversité, mais pour aussi des raisons, pas juste biodiversité, mais aussi d'un point de vue économie circulaire, usage des ressources, etc. Mais c'est aussi pour des bonnes raisons. Des chercheurs qui travaillent sur la biodiversité, par exemple, ne sont pas très motivés par rendre la biodiversité calculable dans son empreinte ou dans sa contribution à sa régénération, parce que ça pourrait conduire à une sorte de simplification et une trahison de l'aspect systémique qui est très complexe de l'écosystème, premièrement, mais aussi ça conduit peut-être, voire sûrement, à une monétarisation de la biodiversité,
qui existe malheureusement. On pourrait arguer que c'est une sorte de monétarisation de la biodiversité quand il y a du trafic d'animaux qui valent beaucoup d'argent, etc. Et ça c'est quelque chose de déjà très très problématique, mais ça existe depuis très longtemps. Donc la valorisation monétaire de la biodiversité, c'est quelque chose par contre qui pourrait advenir si on arrivait à être très très bon sur valoriser d'un point de vue mathématique et calculer le rapport de chaque humain à la biodiversité. Et donc ce qui est plutôt préconisé par celles et ceux qui travaillent scientifiquement, mais aussi en termes de sensibilisation et de protection de la biodiversité, c'est plutôt de comprendre que la biodiversité est sans cesse en mouvement, que la biodiversité compose avec d'autres éléments et des mouvements des écosystèmes. Et ces écosystèmes sont à la fois des interconnexions et des dispositifs qui sont en constante évolution, et donc mesurer à un instant T une sorte de calcul de rapport à la biodiversité d'un être humain pour ensuite donner une sorte de note ou une sorte de volume, ce serait non seulement difficile, mais probablement assez faux dans la conclusion, puisque la biodiversité et l'écosystème, elle est beaucoup plus riche que ce que peut faire les mathématiques. C'est pour ça que même les ONG et les organisations qui militent pour rendre conscient la perte de la biodiversité, en off, quand on discute, je donne par exemple des exemples de WWF ou l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ces deux structures, par exemple, sont très très utiles, heureusement qu'ils sont là, et elles permettent de rendre compte de la perte des espèces et quelles espèces sont en voie de disparition ou en voie d'extinction. Et même ça, c'est une simplification du problème. Mais elles font un travail gigantesque de sensibilisation et reconnaissent qu'il faut à un moment donné simplifier un petit peu le problème et montrer que cette espèce-là est en train de se dégrader. Et ça veut dire qu'il y a tout un système autour de cette espèce qui provoque cette disparition, et c'est pas juste que nous sommes en train de juste tirer trop sur cet oiseau, par exemple, s'il s'agit d'un oiseau menacé notamment par la chasse. Mais je prends un exemple tout bête pour expliquer que la biodiversité et l'écosystème et l'écologie dans son sens scientifique est tellement complexe et magnifiquement complexe que c'est difficile de mesurer et de rendre cela calculable. Tout ça pour dire que je suis passionné par tout ça depuis que je vis à la campagne. Je l'étais déjà, mais encore plus. Et que l'empreinte écologique globale n'est pas quelque chose qui sera peut-être un jour vraiment calculable grâce à un chiffre. Et peut-être tant mieux. Et ça, c'est le deuxième point très important. C'est que ceux qui vivent à la campagne, qui s'intéressent et qui sont en interaction plus intense, plus explicite, plus comprise avec la biodiversité de l'écosystème, et aussi leur pression ou leur gestion, voire leur régénération de ressources naturelles, leur contribution à la régénération des ressources naturelles, eh bien, ça veut dire un rapport au vivant beaucoup plus intéressant que juste un citadin qui va se féliciter d'une empreinte carbone faible parce qu'il ne prend pas beaucoup la voiture. Je ne suis pas en train de dire que les citadins devraient prendre plus la voiture, au contraire. Les citadins, selon moi, les villes n'ont pas de place pour le véhicule individuel. Je pousse un petit peu à l'extrême. Je ne suis pas en train de dire que ça devrait être du jour au lendemain, ni est-ce que ça devrait être 100%. Je suis en train de dire que les villes sont suffisamment sophistiquées en infrastructure et denses en activité, en bassin économique, en services, etc. Les transports en commun ne sont pas une technologie qu'on ne maîtrise pas, évidemment. Et donc, les véhicules individuels dans les villes, où la plupart des personnes peuvent se rendre au travail ou alors ailleurs dans leur nécessité, la plupart du temps sans véhicule, ouais, le véhicule individuel dans la ville, pour moi, n'a pas beaucoup d'avenir. Dans les campagnes, je n'ai pas un discours stigmatisant de l'usage du véhicule parce que nous avons favorisé l'exode rural depuis un siècle, parce que nous nous sommes déconnectés énormément des vertus de ce qu'il y a dans ces campagnes en matière de patrimoine humain, patrimoine naturel, activité et reconnaissance de l'aspect essentiel des produits et des services qui sortent
des petites entreprises, des artisans et des entrepreneurs et des agriculteurs dans les campagnes, parce que nous sommes déconnectés, nous avons également oublié que ce n'est pas si facile de s'organiser logistiquement dans ces territoires sans la voiture. Et donc, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire, plus on se déconnecte, plus on s'intéresse à optimiser les investissements, à optimiser notre organisation. Et donc, la vision du progrès s'est intensifiée autour de les villes sont là où il faut organiser les choses, là où il faut être plus efficace, là où il faut investir, là où il faut développer les centres d'études, de recherche, d'enseignement. Et bien, ensuite, juste appliquer une politique carbone liée au transport et à l'usage du véhicule de manière équivalente entre les territoires, pour moi, est très simpliste. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il fallait revenir en arrière sur la taxe carbone liée à l'usage du camion ou du véhicule. Je suis en train de dire qu'il faudrait rajouter, et de la manière la plus sophistiquée possible, à la fois une compensation financière et un accompagnement des individus et des entreprises et des familles dans leur transition énergétique, là on parle de l'énergie, dans leur transition énergétique, et en utilisant des données qui sont récoltées sur le territoire, l'organisation de ce territoire et l'organisation professionnelle. Et la première personne qui me dit ça c'est très compliqué, j'ai envie de répondre, vous pensez sincèrement aujourd'hui qu'on n'a pas suffisamment la technologie et les données et la gestion et la capacité de gestion des données pour faire un accompagnement au minimum personnalisé à l'échelle de la commune, voire à l'échelle de la famille, pour comprendre qu'est-ce que devrait être une taxation juste, réelle et équitable. D'un point de vue empreinte carbone liée au véhicule, absolument pas. Je ne suis pas du tout convaincu. On a complètement la capacité de faire un accompagnement intelligent, sophistiqué, qui prend en compte les modes de vie, l'organisation professionnelle d'une famille, d'inclure cela au moins dans la fiscalité sur le revenu, voire de juste créer un dispositif d'accompagnement dans la transition écologique et énergétique. Dieu sait que nous avons le besoin de mettre ça dans les priorités et que nous avons aussi un besoin d'un point de vue image pour la plupart de la population de ce que représente la transition écologique et énergétique, de montrer que ce n'est pas quelque chose qui pénalise, mais qui est motivant et qui est rendu possible grâce à la politique publique. Et je pense que c'est là où on a échoué dans la plupart des pays industrialisés, c'est-à-dire que nous avons écrit, développé, mis en œuvre des mesures très sophistiquées qui sont le fruit de nombreux travaux de recherche, think tank, dialogue avec parties prenantes. Mais il y a quelque chose d'assez simple et quand même assez intéressant dans le fait de dire que nous allons accompagner, notamment à travers la fiscalité, les familles, les individus, dans la transition énergétique, grâce à une analyse des données sur comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on gagne notre revenu, quel usage du véhicule, à quoi sert l'usage de ce véhicule, pour justement qu'il y ait une politique carbone juste et ajustée en fonction des besoins et en fonction des réalités. Et on est capable de faire ça parce qu'on fait une fiscalité sur le revenu qui est quand même un minimum différenciée. Je ne vais pas rentrer dans un débat sur les paliers, sur une réforme fiscale juste parce que ça aussi, on en a besoin. Je suis convaincu de cela, mais ce podcast, il sert à analyser certaines choses, à ouvrir des pistes sur d'autres réflexions. Je ferai un autre épisode probablement sur une réforme fiscale, sur les enjeux territoriaux, transition écologique, campagne, ville. Là, j'en fais un qui cible la politique carbone et le transport. Donc, je vais m'arrêter là parce que sinon, je ferai 40 minutes. Mais c'est les principaux points qui sont pour moi à vraiment corriger quand il s'agit de dire les campagnes, c'est moins écologique parce qu'on utilise plus la voiture. Le dernier point, c'est que quand il y a eu des études qui comparent les citadins et les campagnards dans leur empreinte carbone, eh ben, les études qui sont surtout, ils ne sont pas très nombreux, les études sérieuses, mais dans le livre que j'ai écrit, je les cite. C'est des études surtout anglo-saxonnes
qui se focalisent sur des pays scandinaves, quelques pays européens. Il n'y en a pas 50 000 des études sur ça. Je pense justement parce que les chercheurs font un très très bon travail qui est louable de respecter la complexité des modes de vie et le rapport aux différents aspects de l'écologie, carbone, biodiversité, déchets, alimentation, etc. Et donc ne font pas ces études que je trouve ne sont pas très légitimes. Mais lorsqu'il y en a eu qui faisaient de l'échantillonnage et qui faisaient un travail sérieux, à la fois basé sur du sondage, mais aussi sur du suivi d'un échantillon d'habitants, ils trouvaient l'inverse. C'est-à-dire que les citadins avaient une empreinte carbone plus élevée que les personnes dans les campagnes. Et pour terminer sur encore un argument de ma part sur pourquoi ces études ne m'intéressent finalement pas beaucoup, puisqu'on se trompe de toute façon sur les indicateurs et sur la manière d'aborder ce débat, c'est parce que la principale raison pour laquelle les citadins dans ces études avaient des empreintes carbone plus élevées que les campagnards, c'était parce qu'ils avaient des modes de vie, des revenus qui faisaient qu'ils prenaient plus facilement l'avion. Et donc l'avion venait complètement fausser, déséquilibrer l'empreinte carbone de ceux qui étaient étudiés. Et que ceux qui étaient à la campagne ne prenaient pas beaucoup l'avion, voire du tout. Et donc l'avion, il faut mettre un astérisque à côté parce qu'ensuite il faut se demander pourquoi est-ce qu'ils prennent l'avion, premièrement. Et deuxièmement, c'est quelque chose qui est si immense en empreinte carbone quand on le prend que ça vient bousculer complètement l'empreinte carbone. Donc c'est pas très facile ensuite de juste dire les citadins sont plus polluants que ceux qui vivent à la campagne. C'est trop simpliste, c'est injuste de dire ça dans les deux sens. Et donc j'aimerais que ce podcast contribue à en finir avec cette comparaison, mais plutôt de dire que ce qui est intéressant dans les villes, c'est qu'on est capable d'optimiser les déplacements des humains et de réduire l'empreinte carbone liée aux déplacements de manière très drastique, mais que dans les villes, il y a beaucoup de limites. Il y a beaucoup de limites de leur autonomie et de leur façon de s'organiser, et que les citadins ne peuvent pas vivre sans les campagnes et les personnes qui sont dans les campagnes de toute façon, d'un point de vue consommation et d'un point de vue flux de matière et flux d'alimentation et flux énergétique, et même gestion des déchets. Et que deuxièmement, dans les campagnes, on n'est pas plus polluant juste parce qu'on utilise plus la voiture. On a un rapport, on a la capacité d'avoir un rapport à la nature et au climat et aux émissions de gaz à effet de serre qui est un peu plus sophistiqué, avec un peu plus de dimension que juste une question de on en consomme ou on en produit moins, on consomme plus d'énergie ou on produit plus ou moins de gaz à effet de serre en utilisant le véhicule. Et la dernière chose à dire, c'est que s'il y a plus de personnes qui vivent dans les campagnes, comme je préconise, et comme je préconise dans des changements de vie à l'échelle massive, et pour qu'il y ait de plus en plus de familles qui se disent j'ai envie de non seulement vivre autrement, mais j'ai envie de me reconnecter à la nature avec plein de dimensions, et la campagne permet de faire ça de manière beaucoup plus ample. Eh bien, il y aura de plus en plus de services, d'entreprises, d'activités, de plus en plus de personnes. Et donc c'est un cercle vertueux aussi sur le fait que les gens auraient besoin de se déplacer moins. Donc si on s'engage dans un cercle vertueux qui n'est pas freiné par cette mauvaise analyse de on est à la campagne donc on est plus polluant, eh bien on sera exponentiellement plus positif dans le fait de faire des empreintes écologiques beaucoup plus vertueuses pour les personnes globalement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire on va régler le problème avec des pensées qui les ont créés à la base, mais on va s'engager dans une logique vertueuse grâce à changer la manière de penser justement le problème. C'est une paraphrase de ce que dit Albert Einstein et de nombreux autres chercheurs qui disent que on ne règle pas les problèmes avec les mêmes pensées et les mêmes logiques que celles et ceux qui nous ont conduits à les créer. Voilà, chers amis, pour ce podcast sur l'usage de la voiture dans les campagnes. J'espère que ça vous a convaincu ou inspiré. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ce podcast, à vous abonner à ma newsletter sur mon site Quitter la ville sans tout plaquer. Et si ça vous intéresse que je vous accompagne sur votre projet de quitter la ville pour aller vivre à la campagne, je serai ravi de prendre contact avec vous. À très bientôt.